Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi à l'atelier Baroque pour la deuxième partie de notre colloque intitulé Eau potable et économie agricole. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 17 h au programme cet après-midi des échanges avec des acteurs de la vie économique et des élus autour de toutes les solutions que nous allons essayer de mettre en lumière pour préserver nos ressources en eau. Je vous rappelle que cet après-midi est interactif, c'est-à-dire qu'à la maison, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Ils sont là pour y répondre. Avant de retrouver nos invités, je vais vous présenter notre première table ronde intitulée « Développer les circuits courts et les filières à bas niveau d'intrants », c'est-à-dire à bas niveau d'engrais et de pesticides. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de nous rendre tout de suite dans les Yvelines, où les moulins de Brasseuil répondent à la demande en farine biologique et locale pour protéger davantage de surfaces agricoles, et ce depuis 1972. Regardez. Le moulin de Brasseuil a commencé sa production bio en 1972. Aujourd'hui, 85% des céréales écrasées au moulin sont de culture biologique. Et nous avons deux moulins, un moulin cylindre pour faire des farines type 65 et un moulin avec des meules en pierre pour faire des farines semi-complètes beaucoup plus traditionnelles. Nous achetons à peu près 30% de nos céréales en Île-de-France, donc vraiment sur toute la partie Île-de-France, et plus précisément sur la région de Cévépy, là où est Thierry Legris, son exploitation de Thierry Legris. On est plutôt sur le bassin versant Rosny-Buchelet, puis après qui se jette en fait dans la Seine. Les investissements que nous avons réalisés avec l'aide de l'Agence de l'eau ont été l'acquisition d'une nouvelle meule de pierre pour augmenter la production de nos farines et tout un système d'aspiration et de transport de farine pour l'ensachage et la manutention de nos farines. Les besoins du moulin ont augmenté et donc il faut que progressivement les surfaces en bio augmentent dans la région. Localement, on va inciter nos agriculteurs, les adhérents de la coopérative Cévépy par exemple, à vraiment passer en bio. Et tout autour du moulin, j'allais dire peut-être une cinquantaine ou une centaine de kilomètres autour du moulin, on peut absorber encore des quantités importantes de céréales bio. Et c'est ce que l'on souhaite, parce qu'en face, on a des boulangers, on a des consommateurs qui ont besoin de bio et de local. Le fait que le moulin se soit modernisé, ça a permis de suivre l'évolution des conversions en bio dans notre région. Quand on se reconvertit en bio, c'est essentiel d'avoir par exemple des moulins proches d'exploitation, parce que pour un agriculteur, c'est une valeur ajoutée de savoir que son blé va être consommé dans un rayon de 100 km. Si on produit et que c'est vendu sur place, c'est vraiment très agréable pour nous. En écrasant de plus en plus de céréales bio au moulin de Brasseuil, on participe, j'allais dire, à la mise en place de surfaces bio plus importantes en Île-de-France. De ce fait, nous sommes un acteur direct de la qualité de l'eau sur les zones de captage de ces futurs champs bio. Merci d'être avec nous pour cette deuxième table ronde intitulée « Développer les circuits courts et locaux et les filières à bas niveau d'intrants ». À la maison, je vous rappelle que vous pourrez poser toutes vos questions à nos invités. J'en profite aussi pour vous dire que le livret qui reprend toutes les solutions et actions dont nous allons parler aujourd'hui et bien d'autres encore est téléchargeable sur le site de l'Agence de l'eau. Alors n'hésitez pas, c'est un livret très inspirant. Il est temps de vous présenter nos invités. Allez, avec nous Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement. Il sera en duplex avec nous. Audrey Pulvar, maire adjointe de Paris à l'alimentation durable, à l'agriculture et au circuit court, mais aussi coprésidente de l'association France Urbaine, est avec nous. Guy Geoffroy, maire de Comble-la-Ville, président des Écomères et président de la commission locale de l'eau et du bassin de l'Yerres.
Marc Chauvin, président de la société coopérative d'intérêt collectif, la coopérative Bio Île-de-France, est avec nous. Luc Servant, vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et enfin, Michel Vampouille, président de la Fédération Terre de Liens. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus et on commence tout de suite avec vous, Arnaud Schwartz. Alors vous êtes notre premier intervenant. Nous sommes en direct avec vous, mais à distance. Est-ce que vous nous entendez, Arnaud Schwartz? Je vous entends très bien. Bon, c'est super. Soyez le bienvenu. Vous êtes le président de France Nature Environnement. Et la première question que je souhaite vous poser, c'est que vous êtes un petit peu donc la voix du milieu naturel, mais aussi celle des citoyens. Quelle est la position de France Nature Environnement par rapport aux circuits courts? Les circuits courts, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour nous, c'est l'avenir. C'est à la fois le passé, mais c'est aussi l'avenir. Et puis, c'est déjà bien le présent parce que ça se redéveloppe. On le sent bien là ces temps-ci. Ce qu'il faut dire rapidement, c'est que n'empêche, ces circuits courts, ils sont sous pression. Ils font partie d'une économie mondialisée. Et ça pose des problèmes à notre agriculture. On essaye ici d'avoir des standards sociétaux qui tirent tout le monde vers le haut sur un plan social, économique et environnemental. Et ça, il faudrait le défendre beaucoup plus à l'international pour notre agriculture. Je referme la parenthèse et j'en reviens aux circuits courts. Ils nous tiennent à cœur, notamment parce que les citoyennes et les citoyens, que ce soit sur le côté santé ou sur le côté environnement, ils ont envie de prendre soin de leur cadre de vie. Ils cherchent des produits sains, des produits en lesquels ils peuvent avoir confiance et ils cherchent même aussi souvent à comprendre comment ils sont produits, à connaître les producteurs. Et donc la proximité dans ce sens-là, pour nous, c'est vraiment très, très important. D'autant plus que ça permet d'aller dans le sens de l'agriculture biologique, de l'agroécologie, qui sont des formes d'agriculture qui, pour nous, se font dans le respect des écosystèmes et notamment de la ressource en eau potable. C'est de ça dont il est question aussi aujourd'hui. Pour nous, il faut protéger notre eau potable, il faut lui redonner ses vertus. On a énormément de captages qui sont fermés au courant des années qui nous précèdent et on souhaiterait que dans les années qui viennent, au contraire, on puisse aller à la reconquête de notre eau potable à travers des pratiques agricoles pour lesquelles on encourage les agriculteurs, on les aide à franchir le pas, à passer à l'agroécologie, à l'agriculture biologique pour préserver notre eau potable. Et pour ça, on peut avoir besoin de l'aide de tout un tas d'acteurs. Vous avez eu l'exemple des moulins, là, des acteurs économiques, de la filière agroalimentaire, mais aussi des acteurs institutionnels tels que les collectivités locales ou l'agence de l'eau, par exemple. Les collectivités locales ont la possibilité, maintenant, avec des outils très, très précis, de maîtriser le foncier autour des captages et de faire en sorte que, par exemple, des jeunes personnes qui veulent s'installer en agriculture biologique mais qui ont du mal à accéder aux terres puissent le faire. Et donc répondre à une alimentation de proximité en circuit court. C'est souvent eux qui veulent le faire et donc leur donner cette chance-là en tant que collectivité locale, c'est très intéressant. En complément, donc ça s'inscrit dans le cadre de projets alimentaires territoriaux. Et en complément, les agences de l'eau, elles peuvent aussi, avec les paiements pour services environnementaux, pousser dans le même sens et vraiment supporter le passage à l'agroécologie, à l'agriculture biologique. On a besoin de se donner quelque part des conditions d'un avenir vivable. C'est d'une politique très ambitieuse que vous soutenez là. Concrètement, là, comme ça, si une idée concrète à nous présenter pour justement aller dans ce sens. Le point que je citais là par rapport, nous aujourd'hui, dans l'esprit, quand on constate que des captages sont menacés plutôt que de les laisser petit à petit se dégrader, allons à l'inverse à la reconquête de la qualité de l'eau potable. Et donc, en tant que commune, préemptons s'il le faut. S'il le faut, allons jusqu'à la préemption des terres autour des captages pour installer
des agriculteurs qui sont prêts à se convertir à l'agriculture biologique ou qui la pratiquent déjà, ou des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer avec ces pratiques-là. Donc déjà, essentiellement, protéger les captages, c'est le premier pas, la première action concrète qu'il s'agirait de mettre en œuvre. Très bien. Arnaud Schwartz, je vous remercie. Vous restez avec nous. Je rappelle à tous ceux qui vous regardent et qui vous écoutent qui pourront interagir avec vous à la fin de cette table ronde. Donc, vous restez avec nous. On aura probablement des questions à vous poser. Audrey Poulevard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes élue à la ville de Paris. Grande question, comment protégez-vous l'eau potable des Parisiens ? On fait exactement ce que vient de dire M. Schwartz de la FNE. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années déjà, et singulièrement depuis 2018, avec de nouveaux dispositifs, Eau de Paris, en plus de la sécurisation prévue, normale et minimale, on va dire, des zones de captage, de tout le réseau d'approvisionnement, la surveillance extrêmement précise de la qualité de l'eau, d'éventuelles fuites, évidemment des plans risques pour nous prémunir de toute contamination de notre réseau. Évidemment, il y a déjà ça, mais il y a tout ce que Eau de Paris fait depuis plusieurs années pour sécuriser les zones de captage avec effectivement de la préemption, de l'acquisition de foncier, de l'aide à l'installation, à la conversion ou au maintien d'agriculteurs vers des pratiques agricoles les moins dommageables pour l'environnement, éviter l'infiltration de nitrates dans les nappes, sortir de l'agrochimie, passer en bio, en durable, puis en bio. Tout cela, Eau de Paris le fait déjà depuis des années. Et quand je disais singulièrement depuis 2018, c'est parce que depuis 2018, en collaboration avec Eau Seine-Normandie, Eau de Paris a mis en place un dispositif d'accompagnement des agriculteurs, en plus de ce qui existait déjà et en plus des baux ruraux environnementaux qu'elle met en place, notamment après des accords à l'amiable avec la SAFER. Bien, avec ce dispositif d'accompagnement des agriculteurs, on les aide vraiment à la transition, à transformer leurs pratiques. Et aujourd'hui, le dispositif a été mis en place en 2020. Ce sont plus d'une cinquantaine d'agriculteurs d'Île-de-France sur 8500 hectares qui se sont engagés dans cette démarche de qualité. Très bien, donc ça entraîne ma dernière question. Où en est-on aujourd'hui concrètement de cette promesse de campagne d'alimenter Paris en local ? Ah, mais ça, alors là, c'est un grand enjeu. Alors là, c'est un engagement de campagne d'Anne Hidalgo sur son deuxième mandat, qui a commencé il y a à peine 6 mois. Donc on est en train de mettre en œuvre. Ce qui est important, et la création de ma délégation en est l'illustration, c'est la conception qu'a la maire de Paris du lien direct entre une agriculture la plus vertueuse possible, la plus rémunératrice et sûre pour le paysan, pour l'éleveur, pour l'agriculteur, et nos modes d'alimentation et l'amélioration de nos modes d'alimentation. Les efforts doivent être portés des deux côtés. Elle nous a fixé comme objectif d'arriver aujourd'hui en Île-de-France. On est à, nos interlocuteurs ici le savent parce que j'ai rencontré la plupart d'entre eux pour parler de ces sujets-là. On est à 53% de bio ou durable dans la restauration collective. L'objectif qui m'est fixé par Anne Hidalgo avec les acteurs concernés, avec les professionnels du secteur agricole, c'est de passer à 100% de bio ou durable dans la restauration collective dépendant de Paris d'ici la fin du mandat. De ce mandat, dont 50% de local. Et ce qu'on entend par local, c'est dans un rayon de 250 km par rapport à Paris, quand aujourd'hui la moyenne c'est 650. Et donc là, on est en train de mettre en place, avec les acteurs de toutes les filières agricoles d'Île-de-France et un petit peu au-delà, eh bien, cette transformation. Nous allons organiser une convention citoyenne sur le sujet au début de l'année 2021, des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable. On a une stratégie d'alimentation durable 2021-2026 qu'on est en train de mettre en œuvre. Dans la concertation, il ne s'agit pas d'imposer, il ne s'agit pas de faire sans les principaux concernés. Dans la concertation et aussi dans l'éducation aussi du grand public, au changement non seulement des pratiques agricoles, mais de nos régimes alimentaires. Peut-être passer par une phase moins carnée, je ne dis pas carnée du tout, mais moins carnée, mais en diversifiant le contenu de nos assiettes, parce qu'en amont, on aura diversifié aussi les pratiques agricoles. Concernant l'Île-de-France, c'est un très grand enjeu, puisque l'Île-de-France
une des premières, sinon la première région agricole de France, est essentiellement composée d'exploitations qu'on dit grandes céréalières. Donc il y a un enjeu de diversification de l'offre, mais c'est au service de la biodiversité. C'est au service des agriculteurs, avant tout, et bien sûr au service des consommateurs, des convives, je préfère le mot convives. Et quand je parle de diversification, je n'exclus évidemment pas, au contraire, la polyculture d'élevage et évidemment le maraîchage qu'il faut développer. Mais on a des professionnels de ce sujet sur le plateau qui en parleront encore mieux que moi parce qu'ils sont déjà engagés dans cette démarche. Très bien. Merci Audrey Pulvar. Là aussi, si les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ont des questions pour Audrey Pulvar, qu'ils n'hésitent pas à nous les envoyer. On les lui transmettra avant la fin de cette seconde table ronde. Avec nous pour poursuivre cet échange, Guy Geoffroy, maire de Comble-la-Ville et président des Écomères, président également de la commission locale de l'eau du bassin de Lierre, et Marc Chauvin, agriculteur et président de la SCIC Coopérative Bio Île-de-France. Guy Geoffroy, merci d'être avec nous. Alors vous avez accueilli une légumerie sur votre commune au service de toute la région. Quel est votre regard d'élu sur la coopérative de Marc Chauvin ? Alors, mon regard, il est passionné et très positif. Et j'ai toujours dit, et lorsqu'on a inauguré, c'était un beau moment, hein, la légumerie, j'ai dit que si elle s'était implantée là, c'était très probablement pas par hasard. Parce que c'est la conjonction, c'est le point de rencontre d'un projet très porteur d'ambition, celui des agriculteurs bio d'Île-de-France, et d'une très grande ambition qui est celle des élus de l'agglomération dans sa partie sénartaise, hein, dont fait partie la commune de Comble-la-Ville, en créant l'écopôle de Sénart. Un tout petit point d'histoire. Nous sommes dans une ville nouvelle. Et cette ville nouvelle a comme caractéristique d'être, et la commune de Comble-la-Ville en fait partie, à la frontière entre Paris et sa proche banlieue qui n'a cessé de reculer. Nous étions grande banlieue il y a 50 ans, nous sommes deuxième couronne aujourd'hui, et l'agriculture. Sur les 1400 hectares de ma commune, 400 sont encore agricoles, et une des premières décisions que j'ai prises il y a 25 ans, c'était justement de rendre à l'agriculture 160 hectares qui promettaient d'être urbanisés. Bon. Donc, on a la fibre du point de concours entre le développement qui est nécessaire et le maintien des activités et leur mise à niveau dans le domaine agricole qui est tout aussi indispensable. Donc on est là au carrefour d'une ambition légitime qui va nous être expliquée, d'un projet très ambitieux qui est celui des élus et sur fond de bassin versant de Lierre, grande rivière d'Île-de-France, hein, c'est un bassin versant qui regroupe à peu près 550 000 habitants, ça n'est pas rien, sur 3 départements, Val-de-Marne, Essonne et Seine-et-Marne. Et la commune de Comble-la-Ville est justement à l'articulation entre la Montrée rurale et l'aval qui est de plus en plus urbain au fur et à mesure où on va rejoindre la Seine à Villeneuve-Saint-Georges. Et là aussi, l'enjeu est important et le symbole de la présence de la coopérative est très fort parce que nous sommes sur un bassin versant dont une des grandes problématiques, c'est le maintien de la ressource en eau autant dans sa quantité que sa qualité avec le point d'orgue qui est la nappe des calcaires de Champigny, qui est un grand sujet de préoccupation depuis plus d'une trentaine d'années, sur lequel l'agence de bassin, le conseil régional ont depuis très longtemps porté un regard qui est soutenu par l'association Acuibri qui regroupe un nombre très important de communes. Et des communes comme la mienne, signataires de la charte du calcaire de Champigny, et nous sommes nombreux à avoir signé cette charte, hein, sont engagées depuis 15 ans. Ça peut faire rêver, mais c'est la réalité, dans le traitement différencié de ces espaces publics, dans le renoncement à l'utilisation de tout pesticide dans les pratiques publiques. Et tout ça, c'est une mosaïque qui donne un caractère hautement symbolique pour tous ces acteurs et pour toutes les populations qui sont concernées. Et Dieu sait que les populations concernées sont très nombreuses parce que ça va largement au-delà du périmètre de ma commune et des communes voisines. Ça donne une valeur symbolique très forte. Hein, et je pense que ça relève, et je le dis avec une grande fierté et aux côtés de la coopérative, ça relève d'une belle exemplarité et d'un très beau symbole. Très bien.
Merci Guy Geoffroy. Marc Chauvin, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'historique de la SCIC que vous précédez? Donc cette coopérative-là, en fait, elle a été créée à l'origine par les producteurs, en fait, puisqu'on voulait se regrouper pour pouvoir effectivement offrir des produits effectivement biologiques et locaux à la restauration collective, mais de manière individuelle, on ne pouvait pas. Du coup, on s'est regroupé, on a choisi effectivement une coopérative pour pouvoir mettre notamment la SIC, effectivement pour mettre tout le monde autour de la table. Et donc effectivement, assez rapidement, on a voulu aussi diversifier notre coopérative, à la fois effectivement vis-à-vis de la restauration collective, mais aussi vers des magasins, vers l'ensemble des choses. Et du coup, en fait, je pense que l'objectif de la coopérative à l'origine était effectivement de fournir uniquement la restauration collective, mais très rapidement, on s'est diversifié pour consolider effectivement l'ensemble de la coopérative. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'un point de vue producteur, on est quand même très très large. On a aussi bien donc dans des gens des céréaliers, des grandes cultures, des maraîchers, des aviculteurs, des apiculteurs, des arboriculteurs. Donc c'est très très diversifié en producteurs. Ensuite, effectivement, en termes de clientèle, effectivement, on a aussi beaucoup de très diversifiés, à la fois effectivement des magasins spécialisés, bien sûr la restauration collective, qu'elle soit scolaire ou d'entreprise. Et bien évidemment, donc ça c'est effectivement très important cette diversification. Et on a gardé cette diversification au niveau de la légumerie que l'on a pu monter, puisque en fait ça nous permet effectivement de traiter quasiment tous les produits, en produits bruts, produits frais mais prêts à l'emploi, et puis du produit cuit prêt à l'emploi. Donc ça, ce sont effectivement des choses importantes, tout en gardant effectivement pour nous, ce qui est important effectivement, maintenant c'est dans l'ADN de la coopérative, c'est à savoir effectivement que ce soit rémunérateur pour les producteurs, évidemment, et aussi un prix juste pour les consommateurs, en maîtrisant pas mal de choses. Et en même temps, c'est aussi un levier pour les agriculteurs aujourd'hui qui sont déjà en bio, éventuellement de renforcer leur coopérative ou l'ensemble des choses, renforcer leur exploitation par la diversification, ou bien effectivement un levier aussi très important pour la conversion, parce que des fois il y a des gens qui veulent se convertir par à la bio, mais il leur faut juste un petit déclencheur ou effectivement quelque chose qui va sécuriser les choses, enfin sécuriser la conversion, puisque c'est quand même pour quelqu'un qui est effectivement conventionnel ou des choses comme ça, le passage en bio, c'est quand même, enfin, ça se prépare, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est très important. Et en même temps, effectivement, la coopérative, alors, en travaillant avec comme ça toutes sortes de clients, on peut planifier des choses, avec des prix, l'ensemble des choses que l'on discute avec les producteurs, ce qui est important pour leur rémunération. Et avec cette planification-là, ça leur permet de se projeter à 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est important puisqu'il y a certains passages en agriculture biologique peut demander des investissements importants. Et l'autre aspect de la légumerie qui est importante aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui vont passer en agriculture biologique ou qui vont se diversifier, mais ils ne vont pas avoir besoin d'investir dans des outils. Nous, on peut proposer effectivement accueillir depuis qu'il y a la légumerie, de nouveaux producteurs, parce qu'on a la légumerie pour traiter les légumes et l'ensemble des choses. Donc ça, c'est très important, et la logistique qui va derrière. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on a vu Thierry Legris, qui fait partie également de la coopérative, puisqu'elle est régionale, c'est ça qui est important. Et du coup, effectivement, effectivement, Thierry Legris effectivement, fait partie, donc on couvre toute la région. Et aujourd'hui, on représente à peu près facilement 5000 hectares, juste au niveau de la coopérative, 5000 hectares d'agriculture biologique. Ce qui n'est pas rien. Quelles sont les forces vraiment de cette coopérative pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le différentiel? Aujourd'hui, vraiment, les forces, c'est effectivement, d'une part, c'est d'avoir cet effet créé par les producteurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut toujours parler d'agriculture, l'ensemble des choses, mais à un moment, il faut des producteurs derrière. Et en fait, comme le mouvement a été directement, la création est à l'origine par les producteurs, donc c'est quand même beaucoup plus simple, effectivement, pour mettre les choses en œuvre, pour s'adapter. L'autre force, c'est qu'on a effectivement décidé de faire une coopérative, une SIC, sur laquelle on met tout le monde autour de la table. Donc chacun peut s'exprimer, voilà, avec les difficultés, les contraintes de chacun.
Et du coup, on peut trouver plus facilement effectivement des solutions pour la restauration collective, pour les magasins. Voilà, ça c'est quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, effectivement, le gros avantage, je pense effectivement la grosse force de la coopérative, c'est effectivement une visibilité que l'on peut donner aux producteurs, ils peuvent se projeter. Ouais. Ça, c'est autre chose. Et l'autre chose qui est très forte, c'est la diversification, qui est à tous les niveaux, quoi. Et aujourd'hui, on l'a, avec l'épisode Covid, effectivement, en fait, le jour, pour la petite anecdote, quand le président Macron a annoncé effectivement le premier confinement, on devait commencer la 4e gamme, donc du produit prêt à l'emploi, principalement la restauration collective, le lundi suivant. Donc autant vous dire que tout s'est arrêté. Et en fait, comme on était diversifié, en fait, tout s'est reporté sur les magasins et on n'a quasiment pas perdu de produits. Les producteurs, les planifications, on a pu les assurer l'ensemble du jour. Et en fait, cet équilibre est très important, puisqu'en fait, ça nous permet d'être... autant aujourd'hui des exploitations ont besoin de se diversifier pour résister éventuellement à des épisodes économiques. Et là, la coopérative aussi. Et là, effectivement, l'épisode Covid a démontré la force puisqu'en fait, on a tourné tout le temps, alors que je connais des plateformes qui travaillaient exclusivement avec la restauration collective, et du coup, ils se sont retrouvés un peu dans la difficulté. Merci Marc Chauvin. Guy Geoffroy, quelle a été votre implication dans ce projet de coopérative ? La commune, bien sûr, est adhérente, la coopérative, et on est très, très content de l'être. L'implication, elle a été tout d'abord locale. Étant adhérent à la coopérative, nous pouvions, nous qui servons en gros entre 1800 et 2000 repas par jour, bon, à l'échelle d'une commune de 22 000 habitants, c'est assez conséquent, hein, nous pouvions avoir l'amorce d'une certaine tranquillité, parce que le souci pour les collectivités, c'est toute la réglementation qui entoure la commande. L'aspiration légitime des familles, de plus en plus de nos concitoyens, à manger propre, à manger sain, à manger bio, se heurte malgré tout à un certain nombre de contraintes réglementaires qui ont leur explication par ailleurs, et notamment toutes les règles relatives à la commande publique, au marché public. Bon. Le fait d'être adhérent à la coopérative et que de surcroît elle soit en proximité, elle soit là chez nous, nous permet plein de choses. Nous permet d'abord de sécuriser le volet en développement achat bio pour notre restauration collective, donc pour nos enfants, et elle permet, ce qui est un grand sujet également difficile à traiter entre le un peu cher mais bon, hein, et presque possiblement plus cher demain sans qu'on y fasse bien attention et étant un petit peu piégé, il y a une très grande transparence et une très grande lisibilité dans les prix. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et nous, on y est très attachés. Et ça, c'est la clé de beaucoup de choses, de beaucoup de développement derrière. Quand on sait qu'on est en règle avec la réglementation, quand on sait qu'on ne va pas rencontrer de difficultés dans la continuité des approvisionnements, c'est extrêmement important, parce que passer un gros marché sur les carottes, les pommes de terre, les lentilles, je ne sais quoi, mais ne pas avoir la certitude que ce marché pourra être alimenté à longueur d'année, et donc craindre une rupture, et donc ne pas passer ce marché et courir le risque de ne pas pouvoir développer, c'est difficilement compréhensible à l'extérieur, mais c'est intimement perceptible à chaque instant dans les arcanes de la décision locale. Donc, nous, on s'implique bien évidemment en tant que commune d'accueil, on s'implique en tant qu'adhérent, et on est très heureux de constater cette grande transparence, cette grande régularité, et cette grande capacité à sécuriser les approvisionnements, et donc à créer l'effet boule de neige. Ça ne peut qu'encourager ensuite les agriculteurs locaux. Nous, sur les 5 agriculteurs qui exercent encore sur la commune, on a un agriculteur bio et que j'encourage à développer ses activités. Il y a tous les problèmes locataires de terre, SAFER, tout ça, on sait que ce n'est pas simple non plus. Et on essaie d'encourager ceux qui ne sont pas en bio mais sont en agriculture raisonnée à aller faire un petit peu de maraîchage bio, justement à essayer d'être en partenariat. Et on est crédible quand on émet le message, parce qu'on n'est pas simplement dans la pétition de principe, vous devriez faire ça,
Et on entretient un dialogue qui reste positif, confiant et donc utile avec le monde agricole dans sa globalité, parce qu'il faut éviter, et la coopérative est un élément permettant de lutter à ces bagarres qui sont prêtes à démarrer au quart de tour, entre les tenants d'une agriculture propre parce que bio et aux tenants d'une agriculture qu'on décrit sale parce que pas bio, alors qu'on sait bien que c'est beaucoup plus nuancé que cela, et que mener ou encourager la bagarre sur ces sujets-là, c'est certainement pas permettre d'aller dans la bonne direction. Donc c'est vraiment ça pour nous l'utilité, et on essaie d'être à la hauteur. Et vous évoquiez la vente à d'autres que les collectivités pour la restauration collective. Nous avons tenu sur le site à ce que dans le cadre de l'écopôle, il y ait, et le chantier vient de débuter, la création d'un magasin bio. Ça devait être Naturéo, ça sera SoBio, peu importe l'enseigne. Et nous avons pris la précaution de vérifier que la légumerie pourrait franchir la rue pour vendre ses produits issus de l'agriculture biologique de la région Île-de-France au magasin d'en face, pour que les habitants puissent aller tout simplement acheter en toute sécurité et en véritable circuit court des produits bio issus de l'Île-de-France et issus de cette belle aventure. Parce que une des demandes les plus fortes, je disais tout à l'heure que l'inauguration avait fait un sacré tabac, ça a fait du bruit. Les habitants sont venus voir le maire en disant on peut y aller quand? Et quand on leur a dit oui, mais c'est pour la restauration collective, il y a eu un moment où mais à quoi ça sert votre truc? Ça n'a pas de lien avec nous. Le lien avec la population est très important, et le fait que la coopérative se soit installée et soit le point d'appui d'un nombre important de développements en direction des habitants et d'autres développements à venir, cette attractivité est un élément considérable, je crois, au-delà de ce que j'évoquais tout à l'heure, au-delà du symbole et au-delà de l'exemplarité. On a là quelque chose de très utile, de très conséquent pour continuer concrètement et sur des bases avérées à aller dans la bonne direction sur laquelle nous essayons tous d'apporter notre contribution. Merci Geoffroy. Audrey Pulvar, vous soulignez à juste titre que la ville de Paris est aussi impliquée dans cette coopérative. Nous sommes partie prenante de la coopérative bio, à la fois en amont et en aval. En amont, en soutien, en accompagnement de la transformation et en accompagnement financier, et en aval avec la commande publique. Et pendant le confinement, effectivement, ça a été difficile pour la COP Bio, mais enfin, je crois qu'on n'a pas tout réussi, on n'a pas réussi à vous soulager de toute votre surproduction, mais quand même, ça s'est plutôt bien passé, et notamment, on a pu reconvertir les commandes qui n'étaient pas faites en restauration collective, notamment pour les crèches, en aide alimentaire. Très bien. Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin. Oui, malheureusement, je dois vous ronde. abandonner. Donc, juste avant, j'ai quelques questions des personnes qui nous écoutent actuellement. Pour vous, Audrey Pulvar, quel est le coût matière d'un repas de cantine sur la ville de Paris? Un repas. Grande question. Alors, ça dépend évidemment du parent qui peut régler le coût du repas, mais le coût matière à la préparation. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est assez compliqué pour les restaurateurs, pour les cantines, les caisses des écoles, de faire l'équilibre, de rentrer dans leurs frais. On les y aide justement en restructurant les filières, on les y aide en améliorant la production, en travaillant ensemble sur la façon de diversifier le contenu du plateau, de réduire peut-être la quantité de viande, mais en s'approvisionnant auprès de producteurs français d'une viande de meilleure qualité, en introduisant du végétarien pour diminuer à la fin, et en introduisant de la légumineuse pour diminuer à la fin le coût moyen du plateau. Je vous avoue que le coût matière exact m'échappe. D'accord, très bien. Une question qui se rapproche. Avez-vous des régies directes ou travaillez-vous avec des prestataires privés pour les repas de cantine? Oui, on travaille avec des prestataires qui passent par nos régies, et on a différents systèmes en fonction des différentes caisses des écoles dans les différents arrondissements. Certaines caisses passent aussi par des marchés spécifiques. Par exemple, justement, on dynamise avec Haute-Paris
et des caisses d'arrondissement de la ville de Paris, pas toutes, mais en partie un territoire comme le territoire, la production du territoire de Pays d'Hôtes dans l'Yonne, qui, grâce au travail de sécurisation des zones de captage d'eau de Paris, permet à des agriculteurs de soutenir la démarche d'un groupement d'agriculteurs qui s'est lancé dans la lentille bio et dans le blé bio. Et donc, avec cela, on arrive à soutenir ces agriculteurs et en même temps à fournir aux petits Parisiens, et moins petits aussi, une alimentation d'encore meilleure qualité. Super. Grande question, qu'appelez-vous agriculture durable ? Un internaute qui nous demande ça. Alors l'agriculture durable, c'est tout ce qui... Alors c'est y compris l'agriculture bio, mais pas que. Ce sont toutes ces méthodes agricoles les plus vertueuses qui ont une empreinte la moins forte sur l'environnement. Donc ça peut être de l'agriculture de conservation des sols, même s'il y a une petite quantité d'intrants chimiques dans l'ACS. C'est évidemment toutes les méthodes du type permaculture, c'est tout ce qui concerne l'agroécologie, l'agroforesterie. Et dans tout cela, vous avez l'agriculture bio au sens où on l'entend. Très bien. Dernière question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la future coopérative AgriParis ? La future coopérative AgriParis, on est en train de travailler à sa préfiguration. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va organiser des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable. Son rôle, ça va être une sorte de hub, justement, pour aider à la transformation de l'agriculture parisienne, à la fois en continuant le travail qui est déjà initié, mais en l'amplifiant d'aide à l'installation, à la conversion ou au maintien en bio, mais aussi avec les professionnels, réfléchir sur les questions de filière de transformation. Parler à l'instant de la légumerie, où on les place, ces filières de transformation ? Plutôt près de l'exploitation, plutôt près de la ville ? Quel type de transformation ? Quelle gamme de transformation il faut développer ? Tout ça, on est en train d'en discuter avec les professionnels. Il y a aussi la question de la logistique, de l'approvisionnement. Comment on transporte et quelle quantité ? Où on stocke tout cela ? Comment on le redistribue dans la ville, une fois que c'est arrivé dans la ville, pour faire en sorte que tous ces produits, puisque là je vous parle uniquement pour l'instant de la restauration collective, pour que tous ces produits soient le plus efficacement possible cuisinés et arrivent dans les meilleures conditions possibles dans le plateau des convives. Puis à côté de cela, il y a une fois qu'AgriParis sera arrivé à son rythme de croisière, et on espère entre 2023 et 2024, il y a le fait de convaincre aussi la restauration commerciale de passer par une structure comme AgriParis qui va s'appuyer sur les structures déjà existantes, qui va travailler avec les structures déjà existantes pour coordonner, harmoniser les choses, mais encore une fois, au service d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, d'un revenu garantie et d'un débouché garanti et d'un revenu décent, au moins décent, sinon mieux pour l'agriculteur, d'un circuit d'agriculture et d'alimentation qui soit moins destructeur pour l'environnement en général. Je ne vise pas spécialement les agriculteurs, mais on sait bien que tout le secteur agriculture-alimentation est très émetteur de gaz à effet de serre, et ensuite au service évidemment à la fin des convives. Bien sûr. Merci beaucoup Audrey Pulvar. Merci à vous. Et on vous laisse repartir. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Luc Servant, alors je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Merci d'être avec nous. Quel est le rôle des chambres d'agriculture, pour commencer ? Alors nous, les chambres d'agriculture, on est un peu l'interface entre le milieu agricole et donc les producteurs, et puis l'ensemble des autres acteurs de manière très large, tout ce qui est acteurs publics, les services de l'État, les collectivités locales. Et donc, on est là pour faire le lien, pour représenter de part et d'autre les différents acteurs. Et donc, sur la partie alimentation et sur le débat qu'il y a ici, moi, je suis très satisfait d'entendre ce qui se dit ici, parce qu'on voit qu'on est en train, justement, de renouer, de relier les liens entre les producteurs, les consommateurs, certes, mais aussi les élus, les collectivités. Et je crois que c'est très important de s'appuyer là-dessus. En tout cas, nous, c'est ce qu'on attend aussi, Chambre d'agriculture. On voit bien que dans le débat qu'il y a depuis quelques années sur la partie alimentation, on en était arrivé à des situations qui étaient quand même poussées assez loin, où d'un côté, il y avait de la production. On demandait aux producteurs de produire le moins cher possible parce que le marché, il était ouvert, il était de plus en plus mondialisé, et ce qui importait, c'était plutôt le prix. De l'autre côté, le consommateur qui se souciait
peut-être assez peu pendant un temps en tout cas de ce qu'ils mangeaient, ou du lien qu'il y avait entre l'alimentation et puis l'agriculture et les territoires, et qui regardaient plus le prix qu'autre chose, quoi. Et alors c'était pas vrai pour tous les consommateurs, mais enfin généralement c'était ça. Pour la commande publique, vous l'avez dit, c'était le prix avant tout, et c'est d'ailleurs encore le prix avant tout, et donc on en est arrivé effectivement à se fausser. Alors, et là, est-ce qu'il y a une évolution aujourd'hui? Est-ce que le regard des citoyens, des consommateurs est en train d'évoluer? Et là, ce qu'on note, effectivement, on voit bien que les choses évoluent. D'une part, le consommateur, et ça c'est clair quand même depuis quelques années, encore plus depuis quelques mois, et maintenant prend conscience que lorsqu'il il achète des produits alimentaires, derrière, il y a la façon dont c'est produit, il y a le territoire, il y a le paysage, il y a l'eau, la qualité de l'eau. Et ça, c'est assez récent, cette prise en compte de ça, alors dans un domaine plus large de la prise en compte environnementale, mais l'alimentation commence à entrer dedans. Et donc, il faut qu'on puisse traduire aujourd'hui dans l'acte d'achat derrière, justement, les autres missions que mène l'agriculture. Et ça, on pourra en discuter un peu plus. Et l'autre point qui évolue de manière positive, c'est effectivement l'échange qui vient d'y avoir. C'est les élus et les collectivités qui, au travers de l'achat public et de la restauration hors domicile, sont prêts aussi, ou essaient en tout cas de faire passer, parce que vous l'avez dit, il y a aussi d'autres freins et d'autres contraintes, essayer de faire passer justement les autres missions de l'agriculture, on va dire, au travers de ça. Et on voit des choses qui évoluent. Alors, il y a 10 ou 15 ans, ce discours était encore difficile à mettre en place sur le terrain. Moi, je sais que j'ai pour exemple, si on parle de manière assez large sur le territoire, mais je vois les marais de Bruyères, par exemple, au-dessus de Nantes, dans les pays de Loire, ça fait des années qu'ils essaient de mettre en place une marque de viande, parce qu'ils font de l'élevage extensif. Moi, j'ai la même chose dans le Marais Poitevin, parce que je suis de Charente-Maritime, près de La Rochelle. On a essayé pendant des années à mettre en place des marques pour essayer de mettre en valeur la production de viande bovine sur ces territoires. Donc là, c'est des zones humides, mais derrière, c'est aussi la question de l'eau. Ça ne marchait pas, parce que tout le monde nous disait, il n'y a pas de demande, le consommateur n'est pas prêt à payer un petit plus pour ça. Et depuis quelques années, les marais de Bruyères, ils mettent un projet alimentaire territorial. Sur le Marais Poitevin, on fait la même chose. Depuis quelques années, il y a un marché qui est en train d'apparaître là-dessus, où le consommateur, la restauration hors domicile, sont prêts à payer un petit peu plus. Sur un autre sujet, moi je suis producteur de grandes cultures en Charente-Maritime. J'ai une coopérative aussi, une petite coopérative que je préside depuis quelques temps. On a un moulin. Et sur ce moulin, jusqu'à il y a quelques années, quand on vendait la farine, le critère numéro 1, c'était le prix. Et donc on ne passait pas, nous, par rapport à des grands moulins plus industriels, alors qu'on jouait la carte du local et puis mettre peut-être derrière des demandes qui auraient pu être différentes. Et on sent très bien que depuis quelques années, enfin depuis peu de temps en fait, et cette année ça a plutôt explosé, on sent vraiment aujourd'hui que le critère numéro 1, ce n'est pas toujours le prix, c'est d'où ça vient, si ça vient autour de chez moi. Nous, on peut assurer la traçabilité, la proximité. On est prêt à discuter sur des critères de production, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est récent, c'est vraiment très récent. Et là, je pense qu'on va pouvoir développer. Alors, les exemples qu'on a là, il faut les multiplier par 10, par 100, par 1000. Enfin, je ne sais pas, il faut vraiment. Alors, oui, il faut les multiplier, bien sûr. Les mentalités sont en train d'évoluer, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comment les agriculteurs vont-ils répondre à cette nouvelle demande? Alors, la question numéro 1, c'est que cette demande, je crois qu'il faut qu'elle se formalise, qu'elle existe de manière très concrète. Effectivement, ce que vous avez dit, alors il y a des consommateurs aujourd'hui, il n'y a pas de problème, hein, on voit les boutiques, les marchés fermiers, les ventes directes, les AMAP, tout ça, ça fonctionne très bien. Mais pour passer à l'échelle supérieure à la restauration en domicile, il faut que cette demande soit formalisée. Et dans la loi Egalim, où on dit clairement qu'il va falloir effectivement avoir une part importante, 50% de bio local, voire plus, il faut que cette demande se traduise en volume, en échéance, en prix et en conditions de production. Et ça fait des années, moi je dis autour de chez moi, à la commande publique, la restauration hors domicile, dites-moi ce que vous voulez comme production dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, parce que pour que nous ensuite, et c'est notre rôle, Chambre d'agriculture, on aille voir les producteurs, qu'on les motive à se lancer dans des productions, à modifier leur mode de production, il faut qu'on leur propose un marché et dans la durée, parce qu'il faut investir dans les filières. On ne peut pas mettre en place des productions, même de poulet, de porc ou de bœuf, parce qu'il y a une commande pour la semaine prochaine. On sait qu'il faut des années pour mettre ça, il faut investir dans le transport, le conditionnement, la transformation, enfin tout ça. Et donc, il faut vraiment que cette demande soit complètement formalisée. Et cela, c'est l'attente qu'on en a dans les projets alimentaires territoriaux, et on s'y investit, nous, très fortement, Chambre d'agriculture, parce qu'on se dit, peut-être que là, on a justement l'outil pour formaliser ça, et ensuite pour mettre en place la production. On ne peut pas se satisfaire de la situation d'aujourd'hui où on importe un tiers de la consommation de poulet est importé parce qu'on produit moins cher au Brésil ou ailleurs, dans des conditions de production qu'on ne voudrait absolument pas voir chez nous. Mais c'est comme ça parce que c'est le prix. Alors qu'on peut très bien faire des poulets en France, il n'y a pas de problème. Mais il faut formaliser tout ça, la même chose pour les légumes, les fruits. Et là, je crois que les exemples cités vont tout à fait dans le bon sens. Est-ce que vous vous donnez une échéance justement pour formaliser les choses et vous qui pensez un petit peu le temps long, mais le temps, alors, enfin,
on espère aller assez vite et on voit bien que l'année 2020 va sans doute accélérer les choses puisqu'il y a une demande de production locale extraordinaire pour cette année. Donc nous, le monde agricole, ça on le vit très bien. Les consommateurs sont revenus nous voir. Beaucoup de consommateurs ont découvert qu'il y avait des producteurs autour de chez eux. Mais avant, ils allaient à la grande surface et ils ne regardaient pas d'où ça venait. Là, quand la grande surface était fermée ou qu'il n'y avait plus rien dans le rayon, ils se sont aperçus qu'à côté de chez eux, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc il faut assez rapidement, et là c'est en train de se faire avec les projets alimentaires territoriaux dans les mois, enfin je ne sais pas, dans l'année qui vient, on puisse formaliser tout ça, accompagné par la réglementation et par la loi, c'est une très bonne chose. Et nous après, très vite avec le plan de relance qui est là, qui va mettre des moyens quand même dans les 2 ans qui viennent, c'est aussi là je pense un formidable levier pour accélérer tout ça. Et je pense que d'ici 2 ou 3 ans, nous on a un mandat aujourd'hui, Chambre d'agriculture, on a 4-5 ans à faire, on a défini tout un projet stratégique, on en fait clairement une priorité de tout ça, que dans les 3 ou 4 ans, on ait clairement lancé cette machine de manière importante et qu'on remette en valeur l'agriculture française. Très bien, bon, on espère que vous serez entendu. Luc Savon, merci beaucoup. Michel Vampouille, alors vous êtes président de la Fédération Terre de Liens, soyez le bienvenu. Est-ce que vous pouvez nous présenter Terre de Liens ? Bonjour. Terre de Liens, ce sont en fait des citoyens qui, en 2003, se sont dit on va agir concrètement pour protéger les terres agricoles et installer des paysans. Avec l'objectif derrière aussi de dire, à partir de cette expérience et des compétences acquises, on va pouvoir intervenir un peu, comme disait Monsieur le maire, concrètement et d'une manière crédible sur le débat public sur l'agriculture et l'alimentation. Donc aujourd'hui, ce sont des associations territoriales dans l'ensemble des régions métropolitaines de France. Et puis, pour agir concrètement, ces citoyens, que j'ai rejoints en 2010, ont décidé de créer une foncière, c'est-à-dire une société foncière, qui achète des fermes, qui achète des terres agricoles, en faisant appel à de l'épargne publique. Et cette foncière a reçu, il y a quelques semaines, de la part de l'État, un mandat SIEG. Alors je lis le texte parce que c'est un truc nouveau dans la réglementation française, c'est-à-dire que l'État considère que la foncière Terre de Liens rend des services d'intérêt économique général soumis à des obligations de service public. C'est un peu les directives européennes sur les services publics en fait. Donc c'est la seule foncière en France qui a ce mandat aujourd'hui. C'est comme une foncière à impact ou à mission presque, finalement. Je dirais que ça conforte notre mission parce que le fait que l'État nous considère comme étant d'intérêt de service public, c'est effectivement un renforcement considérable de notre mission et c'est une reconnaissance aussi de tout le travail qui a été fait. Donc cette foncière achète avec de l'épargne publique. Nous avons créé aussi une fondation un peu plus tard, en 2007 je crois, qui comme toutes les fondations peut recevoir des dons et des legs. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui font legs de leur ferme parce qu'ils n'ont pas de descendants ou parce qu'il n'y a pas de famille ou qu'ils ne s'entendent pas avec leur famille, etc. Et l'intérêt d'avoir une fondation aussi, c'est que cette fondation permet sur des acquisitions, d'avoir des financements de structures publiques pour faire des acquisitions. C'est le cas de l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui a financé quelques-unes de nos acquisitions. Et l'Agence de l'eau Seine-Normandie fait partie des membres fondateurs et dans le conseil d'administration de la fondation. Donc voilà, c'est aujourd'hui on a quelques chiffres, 240 fermes. À la fin de l'année, ce sera plutôt 270. 35 000 membres, c'est-à-dire qu'il y a en gros 20 000 actionnaires, une dizaine de milliers de donateurs, et puis les bénévoles, les adhérents, et puis il y a des gens qui sont à la fois adhérents, donateurs, actionnaires. 6 500 hectares achetés. À la fin de l'année, ce sera plutôt un peu plus de 7 000. Et 318 fermiers et fermières. Dans les fermiers et fermières, je crois qu'il y a un tiers des fermiers qu'on installe sont en fait des fermières. C'est quelque chose qui est peut-être aussi assez nouveau dans le milieu agricole. Il y a aujourd'hui une grande diversité des profils des gens qui s'installent, mais aussi une égalité entre les gens qui arrivent. Et donc, voilà. Donc, après, on peut se dire, dans le fond, même 400 fermes, il en disparaît, je crois, en gros 200 par semaine en France. On peut se dire que ce n'est pas grand-chose. Mais encore une fois, c'est ce qui nous donne de la crédibilité. On a une centaine de salariés, dont beaucoup d'agronomes. Donc, quand on prend la parole dans le débat public, on ne dit pas n'importe quoi. Et donc, on a eu une grosse année numérique cette année, Terre de Liens, puisqu'on publie régulièrement un certain nombre de documents, et s'il y a des élus qui sont devant leur écran, on a fait quelques années un guide qui s'appelle « Agir pour le foncier agricole », une responsabilité forte des collectivités locales, avec à la fois les textes réglementaires et puis plein d'expériences. Donc maintenant, ce guide est disponible en lien sur le centre de ressources de Terre de Liens, qui a l'objectif d'être un centre de ressources très large sur les questions agricoles, alimentaires et écologiques liées à l'agriculture. Oui, je n'ai pas dit, quand nous
Nous sommes propriétaires, nous passons des baux ruraux avec nos fermiers et ce sont des baux ruraux environnementaux. On met un certain nombre de clauses environnementales et la première des clauses est souvent la question de la ressource en eau, le maintien de la ressource en eau de la qualité. La deuxième étant les enjeux de biodiversité. Ça a été une bagarre, hein, le fait d'obtenir qu'on puisse avoir des baux ruraux environnementaux. La profession agricole, y compris dans l'agriculture alternative, n'était pas forcément extrêmement favorable. Je parle de ça il y a une dizaine d'années. Hein, depuis, ça a bien évolué. Mais voilà, c'est aussi le rôle de mouvements associatifs d'arriver de faire bouger les lignes aussi. À faire bouger les lignes et à convaincre. On les bouge que quand on arrive à convaincre aussi qu'on peut faire... Alors, une question, comment vous, justement, vous interagissez avec les élus et en quoi vous leur êtes utile D'abord, c'est utile pour des élus d'avoir des citoyens qui, sur le territoire, défendent des projets. Hein, parce qu'on a souvent, quand on est élu et qu'on porte un projet, on a plutôt d'abord ceux qui sont contre qui s'expriment que ceux qui sont pour. Et donc, c'est important que des citoyens s'impliquent sur des projets positifs. Ensuite, à travers notre expérience, nous proposons aussi aux collectivités territoriales, et notamment c'est le cas en Ile-de-France, nous avons des conventions avec 7 ou 8 collectivités, ou plutôt des agglomérations, dont la ville de Paris. Je ne sais plus, j'ai plus la liste en tête, mais en tout cas, c'est... et notamment pour mener le débat avec leurs citoyens, avec leurs élus, avec leurs services. Parce que les services, on a encore peu de collectivités qui ont des compétences agriculture dans les services, même si c'est de plus en plus qu'il y a des créations de postes sur l'agriculture et l'alimentation dans les collectivités. Donc c'est pour ça qu'on peut lancer les programmes alimentaires territoriaux, parce qu'il y a des compétences qui se mettent en place. Et donc nous apportons nos soutiens à ces compétences et un soutien sur le débat sur les enjeux agricoles, alimentaires et sur les enjeux de proximité, qui ne sont pas forcément non plus hyper simples, pour des raisons administratives, réglementaires. Mais dans mon expérience, moi j'en conclus que quand on parle du Code des marchés publics, on a le pire d'Europe en termes de lourdeur administrative, mais chacun sait que la lourdeur administrative est une des caractéristiques de notre pays, qui ne rend pas forcément plus efficace après concrètement. Mais bon, nous on fait avec, forcément. Très bien, merci Michel Vampouille. Alors, il est temps maintenant de passer aux questions du public, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, à la maison, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, c'est maintenant. Et on va commencer avec Marc Chauvin. Quelle est la différence entre une coopérative, donc une SIC, et une coopérative agricole classique ? Sur une coopérative, en fait, c'est à peu près le même principe à la base, sauf qu'effectivement, autour de la table, on met plus de personnes. Notamment des collectivités, des types de clients, voilà. C'est ça, effectivement, la principale différence. Ok. Deuxième question, la coopérative a-t-elle sa propre plateforme logistique ou passe-t-elle par un GIS ? Ah non, on a notre propre circuit logistique on gère l'ensemble des choses. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, pour aider à structurer effectivement l'ensemble de la filière et tout ça, donc globalement, on a organisé des choses comme ça. On collecte chez les producteurs, puisque pour les producteurs, effectivement, c'est un problème de ramener, et c'est coûteux en temps, pour ramener leurs produits sur un point. Et en même temps, effectivement, on a une logistique, pour le coup, pour aller distribuer nos produits et délivrer soit la restauration collective, soit... Donc non, on ne passe pas du tout par un GIS. Très bien. On vous demande aussi combien de producteurs et de surfaces en agriculture bio ? Donc là, aujourd'hui, par rapport effectivement à ce que vous disiez tout à l'heure, en termes de croissance, on est parti, alors vraiment tout à l'origine, on était à peu près une petite vingtaine de producteurs. Aujourd'hui, à la coopérative, on est 67 producteurs. Et au même titre que les sociétaires, aujourd'hui, on était à la création, on était une petite trentaine. Aujourd'hui, il y a 110 sociétaires, donc ce qui montre bien l'engouement. Tous les jours, on a des nouveaux produits, tous les ans, on a des nouveaux producteurs. Et aujourd'hui, on représente à peu près l'équivalent de 5000 hectares. Très bien, merci. Une question pour vous, Luc Servant. Quel est le rôle des chambres d'agriculture dans l'accompagnement des collectivités pour la création de filières courtes qui répondent à des enjeux du territoire ? Nous, on peut aller discuter justement avec les élus et les collectivités sur ce qui est possible de faire, sur ce qu'on peut faire et comment on le fait derrière. Effectivement, quand on nous dit on aimerait avoir de la production locale de telle ou telle production, mais peut-être avec ces conditions de production, ces critères de production, nous on peut dire on peut le faire ou pas, mais en tout cas si on peut le faire, c'est à telle ou telle condition, c'est-à-dire qu'il y aura un prix
sûrement plus élevé que ce que vous allez trouver sur le marché ou si vous allez chercher le moins cher. Il y aura un prix, on pourra en fournir à telle ou telle époque parce que c'est des productions de saison et vous n'en aurez pas toute l'année. Le risque, comme vous le disiez, parfois de ne pas avoir de production parce que l'agriculture c'est du vivant et il n'y a pas toujours l'assurance. Et donc quand on a défini clairement cette demande, ce qui est possible de faire et pas possible de faire, nous après on va voir les agriculteurs et on travaille avec eux justement pour organiser cette production. Et je crois qu'il faut ce lien aussi parce que le monde agricole ne connaît peut-être pas toujours le marché public, les collectivités ou les demandes et les collectivités ou les citoyens ne connaissent pas toujours les contraintes de la production agricole qu'il y a autour de chez eux ou ce qu'il est possible de faire. Et parfois il y a des produits, quand on dit on veut du local, il y a des produits qui n'existent pas en local. En Normandie, vous n'allez peut-être pas trouver de la pêche. Et au sud de la France, vous n'allez peut-être pas trouver des productions ou des endives qui se font dehors. Donc ça, je crois qu'il faut pouvoir expliquer tout ça. Et ensuite, on peut organiser, par contre, la production. Et là, c'est notre rôle. D'accord. Est-ce que les chambres d'agriculture se positionnent plus en tant que prestataires de services ou alors est-ce qu'elles ont un rôle de facilitateur ? Alors, prestataire de service, on peut faire la prestation quand c'est demandé, mais on a aussi des missions de service public au niveau des chambres d'agriculture pour justement représenter le monde agricole au travers des collectivités. Donc, on a une partie mission de service public, puisqu'on a aussi du financement par l'impôt sur le foncier agricole, qui vient effectivement de la production agricole. En tout cas, on a cette partie donc, pour accompagner les collectivités. Dans un premier temps, on rentre dans cette mission de service public. Et après, quand on va peut-être plus loin, où là, on nous demande vraiment du concret, d'organiser les choses de manière très précise, là, on va peut-être plutôt rentrer dans la prestation, puisqu'après, on est sur un contrat, une commande qui est clairement définie et qui peut sortir un peu de notre cadre. Très bien. Merci. Alors, une question pour vous tous. Lorsque le territoire à protéger pour les captages d'eau ne permet ni le bio par manque d'eau, ni une diversification conséquente à cause des sols pauvres, et que l'élevage n'est pas implanté historiquement, quelle piste de réflexion proposeriez-vous pour l'émergence de filières à bas niveau d'intrants ? Je vous laisse 5 minutes et je ramasse les copies après. Qui voudrait répondre ? Je peux me lancer. Allez-y, oui, bien sûr. Si la question, c'est la question des territoires au sol pauvre, effectivement, il y avait plutôt de l'élevage auparavant. L'élevage ayant disparu, il y a des zones comme ça, on en connaît dans le centre de la France ou ailleurs, où il y a eu disparition de l'élevage parce qu'à un moment donné, effectivement, l'élevage a moins été encouragé que la grande culture. Et aujourd'hui, la production de céréales ne peut plus passer parce qu'elle n'est plus assez compétitive, il n'y a plus assez le potentiel n'est plus suffisant pour en vivre. Et donc, on se pose la question de toutes ces zones qu'on dit un peu intermédiaires, mais c'est un peu le centre de la France ou la partie centrale. Mais en fait, on en trouve partout dans toutes les régions. Et aujourd'hui, justement, on se dit sur ces zones-là, il faut qu'on recherche la seule solution pour en sortir, c'est de retrouver de la valeur ajoutée, justement, et de retrouver des filières spécifiques qui ne vont pas faire des grands volumes de production parce que le sol est trop pauvre, mais en tout cas qu'on pourra bien mettre en avant en jouant sur le critère justement du local, du territoire, du paysage, ou je ne sais quoi, et même du social, pourquoi pas, parce que pour maintenir de l'activité. Et donc là, encore plus qu'ailleurs, je dirais, puisque là, de toute façon, sur ces secteurs, on ne sera jamais compétitif par rapport au marché mondial ou ce qu'on va trouver ailleurs. Donc sur ces territoires et plus qu'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on essaie de renouer ce lien et de faire comprendre qu'on peut avoir des productions spécifiques, mais que ça vaudra peut-être un peu plus cher. En tout cas, ce un peu plus cher permettra de maintenir de l'agriculture sur un territoire qui serait voué peut-être à la désertification sinon. Des coteaux calcaires de la Roche-Guyon, au nord-ouest de l'Île-de-France, dans le parc naturel régional du Vexin, qui étaient encore, il y a un siècle, des endroits où il y a d'élevage d'ovins extrêmement importants. Les élevages d'ovins ont disparu et donc il y a un retour de la forestation en quelque sorte, mais il y a des prairies calcaires qui ont des intérêts en biodiversité, notamment sur un certain nombre de flores. Et donc le PNR du Vexin essaye de réimplanter des élevages ovins sur ces coteaux. Et bon, il peine. C'est pas si facile parce qu'effectivement, il faut accepter un moment de... Peut-être que c'est aux collectivités acheter le mouton qui viendra de ce type de territoire sur lequel l'enjeu biodiversité, c'est de maintenir de l'élevage. Très bien. Après, c'est aussi important aussi de toujours développer effectivement une certaine diversité. À mon avis, il y a toujours des solutions qui existent. J'ai jamais vu encore des endroits où il n'y a pas de solution. Néanmoins, après, c'est de mettre effectivement, de développer une cohérence sur l'exploitation par elle-même, de faire une diversification, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y avait des fermes qui s'étaient beaucoup spécialisées, l'ensemble des choses, et du coup, ça amenait à des appauvrissements, alors que l'agronomie, c'est quand même toute une succession de choses. Et aussi de développer à la fois effectivement un contexte économique. Et là, je pense que c'est aussi les producteurs à prendre en charge leur commercialisation et aller voir
comment je peux vendre mes produits, tout ça. Puisque là, il y a des tas de choses qui peuvent s'ouvrir. Très bien. Une question pour vous maintenant, Michel Vampouille. Quelles sont les différences entre les SAFER et les terres de liens? Mais Terre de Liens est propriétaire et a vocation à ne jamais revendre. Et la fondation, par nature, ne peut pas revendre. Alors que les SAFER sont des intermédiaires qui préemptent éventuellement du foncier, mais qui le revendent derrière à des paysans, à des propriétaires. Les acquisitions de Terre de Liens en Île-de-France ont toujours été attribuées par la SAFER Île-de-France. Très bien. Une autre question pour vous. Qu'est-ce qui pourrait aider Terre de Liens à avoir plus d'impact, de poids? Plus d'adhérents, plus de donateurs, plus d'actionnaires. Moi, je dis souvent, on est 15 000 actionnaires. Je rêve qu'on soit 150 000. Et la fondation, ce qui m'a intéressé dans le projet Terre de Liens, c'est que j'avais visité dans les pays anglo-saxons des fondations où quelques centaines de milliers de sujets de Sa Majesté, en Grande-Bretagne, contribuaient à l'achat d'espaces naturels et d'espaces agricoles. Très bien. Et ça, aujourd'hui on peut se dire que pour l'instant, on n'est que ça, mais je pense que quand même, malgré tout, en 10 ans d'existence, notre problème aujourd'hui, ça ne va pas être de dire est-ce qu'on va continuer à croître, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'on n'a pas non plus vocation à acheter toute la surface agricole de France. Bien sûr. Peut-être qu'Arnaud Schwartz, vous voulez réagir? Vous êtes avec nous, toujours? Oui, non? Je suis avec vous. Bon, tout ce qu'on peut faire pour encourager les citoyennes et les citoyens à être informés sur les problématiques environnementales, alimentaires, sanitaires, agricoles, c'est bon à prendre. Tout ce qu'on peut faire aussi pour que, au-delà de l'information, les citoyennes et les citoyens puissent en cohérence faire évoluer leurs pratiques, voire s'engager collectivement pour accompagner la transformation du monde agricole et agroalimentaire, c'est des choses qui sont bonnes à prendre. Donc nous aussi, on ne peut que souhaiter avoir des personnes qui nous rejoignent. Nous sommes une fédération de 3500 associations, 900 000 personnes partout dans l'Hexagone, Outre-mer. La plus grande, la plus ancienne des fédérations de protection de la nature et de l'environnement. Parmi nous, il y a énormément d'agriculteurs qui sont à l'origine justement des filières alternatives qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine de l'agroécologie, de l'agriculture biologique. Et la protection de nos milieux, y compris l'eau et l'eau potable, c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus problématique à traiter si on ne dialogue pas suffisamment. Or, c'est ce que nous, on propose, hein, c'est du dialogue. C'est pour ça aussi qu'on a été intégré dans énormément de commissions, d'instances où on est censé, avec toutes les parties prenantes, faire en sorte que le bien commun l'emporte. Et dans ce sens-là, j'aimerais dire que le principe de pollueur-payeur, en matière de politique de l'eau, on a besoin de redorer son blason. C'est ça qui a fait quelque part l'image avant-gardiste de la France en la matière au niveau européen. Et à l'heure actuelle, quand on voit qu'on fonctionne avec une taxation au mètre cube, on a besoin peut-être de se poser des questions quand par ailleurs, les pollutions aux nitrates continuent ou ne diminuent pas assez vite et qu'il n'y a aucune taxation sur les sources de ces pollutions-là, par exemple. Mais on pourra parler d'autres sources de pollution aussi. Très bien, Arnaud Schwartz, merci. Guy Geoffroy, vous vouliez réagir? Compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur quelle approche, quel type de solution pour redonner de l'espoir dans l'utilisation des terres qu'on appelle pauvres. Bon, le terme, comme beaucoup de termes, est un peu impropre, mais on comprend ce que ça veut dire. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est clair. D'ailleurs, personne n'a ici dit on a la solution et il est facile de la mettre en œuvre, il n'y a qu'à... Non, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il y a des démarches. Et parmi les démarches qu'il faut absolument privilégier, il y a celles qui se développent de plus en plus compte tenu des circonstances dans lesquelles on se trouve. Il y a un effet d'accélération des circonstances actuelles, c'est clair. Il y a la démarche des partenariats. Et les partenariats à toutes échelles, à l'échelle nationale. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture avec les grandes associations d'élus, et à l'échelle locale, lorsqu'il y a une problématique. Un site sur lequel on n'a pas trouvé de solution et sur lequel on voudrait essayer de chercher une solution.
Parce qu'il y a plein de leviers. Alors, leur usage est bien sûr toujours délicat, mais je pense en particulier au retour à la terre de la matière organique. Il se trouve que je préside par ailleurs le seul syndicat d'Île-de-France qui a comme caractéristique de méthaniser la partie fermentescible des déchets ménagers et de permettre ensuite, à partir du digestat produit par cette méthanisation, permettre le retour à la terre de la matière organique par un compost qui est normé, qui répond tellement bien d'ailleurs aux attentes des milieux agricoles qu'on n'a pas besoin de le vendre aux enchères. Les agriculteurs viennent le chercher, le payent à son prix et en sont tout à fait satisfaits. Il y a aujourd'hui beaucoup trop encore de conflits idéologiques sur des sujets comme celui-ci, qui sont tout sauf simples, mais où il faut abattre les barrières justement de ces refus systématiques ou, en sens inverse, de ces passages en force systématiques. Donc le dialogue, c'est la base, les partenariats, c'est ce qu'il faut nouer, et à toutes les échelles. Je ne dis pas qu'à l'arrivée, il y a des solutions, mais je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, M. Chauvin, je suis totalement d'accord avec vous. Le meilleur moyen de ne pas trouver des solutions, c'est de ne pas se mettre en situation d'en chercher. Mais à partir du moment où on se met en situation de chercher des solutions, et tout ce que l'on évoque aujourd'hui le démontre, on avance, et plus on avance, plus on trouve de solutions. Une terre qui a perdu de sa richesse, qui manque d'eau, effectivement, si on veut lui donner un supplément de vie artificiel avec des intrants chimiques qui ne vont faire que dégrader l'ensemble de ces éléments structurants, on va dans le mur et on y va gaillardement. Par contre, une terre sur laquelle on essaie de trouver quelques leviers lui permettant de se reconquérir elle-même par un retour de la matière organique que l'on a prélevée, c'est une terre qui a peut-être une chance de voir des jours meilleurs arriver et par la même occasion en proximité des solutions trouvées dans la diversification justement des pratiques agricoles. Et tous les acteurs qui ont commencé de manière sérieuse à prendre cette bonne habitude de se parler doivent continuer à le faire, et je le répète, à toutes les échelles, nationales, régionales, d'où l'intérêt d'une masse critique importante à l'échelle d'une grande région comme la région Île-de-France, et à l'échelle locale. Aucune échelle ne peut se passer des autres, et il faut prendre les problèmes tels qu'ils sont, concrètement, avec le plus d'engagement et le moins d'idéologie possible. Très bien, donc sortir, ne pas rester arc-bouté sur une croyance et s'ouvrir aux autres et peut-être même au débat. Merci Guy Geoffroy. Une question pour vous, Luc Servant. Est-ce que la Chambre d'agriculture s'est fixé des objectifs chiffrés de développement de l'agriculture bio pour atteindre les objectifs du plan bio du ministère de l'Agriculture ? Effectivement, les objectifs de la bio sont définis dans le plan bio du gouvernement. On voit que pour l'atteindre et pour arriver à ces 25%, on voit que la pente pour l'instant est difficile à atteindre. Alors par contre, les choses se sont accélérées depuis quelques années. Nous, on accompagne là-dessus. Par contre, là aussi, on voudrait être certain qu'il existe une demande en face. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer un chiffre de dire on va développer l'agriculture biologique de 20 ou 25% du territoire ou au-delà s'il n'y a pas une demande qui existe. Et c'est vrai qu'on est toujours là-dessus de dire il faut qu'on crée aujourd'hui la demande, qu'il y ait la demande des consommateurs ou de la restauration en domicile, mais qu'on ait ça pour être certain qu'on puisse emmener derrière des producteurs. Parce que l'agriculture biologique, on voit bien que ça tient parce qu'il y a un marché qui est équilibré et il faut des prix qui soient encore plus peut-être que les autres productions, mais rémunérateurs parce que le coût de revient est supérieur. Et il ne faudrait pas qu'on déséquilibre ces marchés parce que là, après, on va décourager les agriculteurs biologiques à aller là-dedans. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc, on est vraiment très vigilant à cet équilibre. Et en dehors de l'agriculture biologique, nous, par contre, on accompagne tous les autres agriculteurs à aller aussi vers ces démarches. Donc, il ne faut pas qu'on fixe trop peut-être sur l'agriculture biologique en disant que quand on aura atteint l'objectif, on aura résolu tous les problèmes. Non, on n'aura pas résolu tous les problèmes. Il faut qu'on accompagne tous les agriculteurs aussi. Et donc, nous, Chambre d'agriculture, on est là aussi pour représenter tout le monde. Très bien, merci. Luc Servant, Guy Geoffroy, une dernière question pour vous. Il ne reste que quelques minutes. Comment peut-on imposer un lien entre les parcelles à protéger et les produits bio dans les cantines du territoire ? Comment créer un lien ? Oui. Justement, en s'appuyant sur des outils de proximité, mais à vocation suffisamment large. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Oui. Je me reprends. Comment imposer un lien ? Comment imposer un lien ? Ça change la donne, oui. Si, en tant qu'élu, on veut justement répondre à la question
posée de manière simpliste, mais qui est une bonne question. Vous avez des terres qui ne sont pas cultivées, vous nourrissez nos enfants, comment se fait-il que vous ne faites pas en sorte que cette terre puisse cultiver nos enfants? Question simpliste, mais qui n'est pas du tout inintelligente. Pour prendre cette question à bras-le-corps, il faut savoir en quelle direction aller. Quels sont les partenaires, j'utilisais le terme tout à l'heure, quels sont les partenaires vers lesquels on peut se tourner pour trouver la solution? Les milieux agricoles, les chambres, les exploitants, la SAFER, et puis un outil comme celui de la coopérative, hein, qui peut justement être à la recherche de terres pour étendre l'activité de ces maraîchers bio. Et puis on peut faire appel à d'autres outils comme celui de la Fondation qui peuvent justement permettre de générer de la ressource permettant d'acheter la terre et de la confier à quelqu'un. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il faut un pivot. Ce pivot, c'est celui qui est saisi le premier. Si c'est la coopérative, il faut qu'elle sache qu'elle peut aller voir le maire, lequel maire peut saisir la chambre d'agriculture, laquelle peut essayer de créer un petit groupe de réflexion. Si c'est le maire qui est saisi le premier, ben, il faut qu'il sache vers qui se tourner. Localement, on a la coopérative, pas loin de là, on a les milieux agricoles et la chambre d'agriculture. On peut, hein, avec Terre de Liens, faire quelque chose ensemble. Hein. Je pense qu'il faut... il ne faut pas se dire ça ne sera pas possible parce que tout seul, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas comment faire. Hein, il faut avoir le réflexe du partenariat. Hein, et je suis persuadé que les ressources partenariales n'ont jamais été aussi nombreuses et surtout, la bonne volonté de chacune de ces ressources n'a jamais été aussi forte. Hein, je ne suis pas béat, je ne suis pas là à dire que le monde de demain est un monde merveilleux, mais plus les conditions sont difficiles, plus elles sont aggravées par des périodes un peu particulières comme celles que nous vivons aujourd'hui, et plus on est amené à se tordre un petit peu les méninges pour trouver des idées et pour renoncer peut-être à quelques précarés pour aller vers l'autre, créer des partenariats. Très bien, et bien, je crois que ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Créer des partenariats, se serrer les coudes, agir en concertation. On se retrouve d'ici 15 petites minutes pour la prochaine table ronde. Juste avant, profitez-en pour télécharger notre petit livret, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a mis en lumière beaucoup de solutions et d'actions très concrètes. Vous sont dans ce livret que vous pouvez télécharger sur le site de l'Agence de l'eau. Alors, profitez de ce temps de pause de 15 minutes pour le télécharger. Et vous y trouverez aussi des liens pour en fait pouvoir rejoindre, contacter les intervenants de cette journée. On se retrouve dans 15 petites minutes. Merci à tous nos invités. Merci pour votre temps. Merci pour vos idées. Merci pour tout votre engagement aussi. Et à tout de suite.